Bonsoir et bonjour chers téléspectateurs, chers internautes. Merci d'être connectés sur notre chaîne YouTube. La RDC Nouveau Départ. RDC Nouveau Départ, c'est également une chaîne Facebook qui est disponible sur la page Facebook. Nous travaillons dans les thématiques suivantes. Droits de l'homme, justice, paix, développement. Nous contribuons seulement, n'est-ce pas, aux résolutions des problèmes qui se passent, n'est-ce pas, dans notre pays, mais aussi également dans la région des Grands Lacs. Tout aussi, nous mettons un accent particulier sur les problèmes, n'est-ce pas, qui se passent dans le monde entier. RDC Nouveau Départ, appelez-moi Frédéric Bigou Kayabou, je suis l'initiateur et le présentateur de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la question du mini-sommet de Goma. Un mini-sommet qui était prévu à Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo, une ville qui a connu des guerres, une ville martyre. Ce soir, nous ne serons pas seuls. Nous aurons notre invité, M. Rémi Kassindi. Rémi Kassindi, c'est un défenseur des droits de l'homme, mais également c'est un acteur principal, n'est-ce pas, au sein de la société civile en RDC. Merci beaucoup d'aimer notre vidéo, merci beaucoup de vous abonner à notre chaîne, merci de partager nos émissions, merci pour vos commentaires, merci pour vos feedbacks, merci pour tout ce que vous faites pour nous, merci pour la confiance. Nous tenons toujours à rappeler que nous ne sommes pas un parti politique, nous ne sommes pas des militants d'un mouvement quelconque, mais par contre nous sommes un chercheur indépendant, un penseur libre, n'est-ce pas, qui fait des opinions, qui fait des analyses au regard des faits qui sont à la une au sein de la société congolaise, mais aussi partout dans le monde. Quel est le but? À travers nos analyses, nous pouvons influencer d'une manière ou d'une autre. Nous pouvons, n'est-ce pas, contribuer à la résolution des problèmes. Nous pouvons faire pousser des réflexions plus loin du point de vue juridique, du point de vue politique, du point de vue économique, mais pourquoi pas du point de vue culturel. C'est pourquoi nous nous appelons RDC Nouveau Départ. Nouveau départ, ça veut dire se relever pour un nouveau départ, pour une nouvelle aventure, pour une autre vie. Et donc, une fois on est tombé, ce n'est pas la fin, il faut toujours se relever pour partir. Cela étant, nous allons parler des questions suivantes. Quels sont les dessus de la carte du report du mini-sommet de Goma? Mais dans notre analyse, nous aurons des parties. La première va consister à écouter les analyses, les déclarations, les propos de notre invité. Et la deuxième, par contre, va consister à faire notre propre analyse au regard de la loi, ça veut dire des conventions internationales, et au regard, n'est-ce pas, des pratiques des États, et au regard des coutumes aussi internationales. Merci beaucoup pour votre confiance, merci beaucoup d'être connecté. Appelez-moi Frédéric Bigou Kayabou. Merci pour tout ce que vous faites pour notre chaîne. Nous sommes encore trop jeunes, n'est-ce pas? Nous n'avons pas encore beaucoup d'invités, mais nous espérons que grâce à vous, vous allez partager nos émissions et vous allez nous suivre et vous allez aimer. Vous ne serez pas déçus. Chers compatriotes, chers amis, nous sommes très contents de vous avoir nombreux. Comme nous le disions dans notre titre, prévu pour le 13 septembre, le sommet de Goma entre le Rwanda, l'Angola, l'Ouganda et la RDC, auquel devait se joindre le Burundi, a été reporté sine die. Réticence de certains invités, dysfonctionnement dans l'organisation, retour sur une véritable cacophonie. Ce mini-sommet, en effet, a d'abord été reporté pour des raisons diplomatiques entre les pays, à savoir le Burundi et le Rwanda, d'une part, l'Ouganda et le Rwanda, et enfin le Burundi et la RDC de l'autre part. Quelles sont les raisons de ces reports? Voilà la question à laquelle nous allons tenter de répondre dans cette émission. Et pour ce faire, nous allons appeler notre invité Rémi Kassindi. Rémi Kassindi. Rémi Kassindi. Le temps que nous appelons notre invité,
le temps que nous appelons notre invité, Monsieur Rémi Kassindi, qui va nous donner sa vision, qui va nous donner... Alors, bonsoir, Monsieur Rémi Kassindi. Allô? Bonsoir, nous sommes en direct sur la chaîne YouTube RDC Nouveau Départ. Ah, ok. Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à tous les auditeurs. Merci beaucoup pour votre n'est-ce pas, votre amour et votre goût, n'est-ce pas, de partager votre connaissance avec le monde entier à travers notre chaîne RDC Nouveau Départ. Est-ce que vous pouvez, n'est-ce pas, parler de vous dans 2 minutes, 1 minute? Qui êtes-vous? Oui, comme vous le savez, je m'appelle Rémi Kassindi, je suis directeur du Centre de recherche et d'études stratégiques en Afrique centrale, une structure qui travaille sur la gouvernance des ressources naturelles, oui, mais également sur les conflits dans la région. C'est un centre de recherche. Je suis également consultant dans plusieurs organisations et institutions internationales. oui. Au même moment, je suis acteur de la société civile et activiste pro-démocratie. Merci beaucoup pour cette présentation si riche, en effet. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit dans notre introduction, nous allons parler du report du mini-sommet qui était prévu à Goma, en RDC. Selon vous, pourquoi ce report? Merci beaucoup, cher journaliste. Je pense que le report a été justifié officiellement. Il a été renvoyé sine-die, c'est-à-dire que vers une date ultérieure. Et avec ce report, on a senti qu'il y avait aussi un petit souci lié à l'organisation. Je pense qu'à partir de l'organisation qui devait être faite, il y a ce qu'on appelle l'équipe d'avance qui était déjà sur terrain. Et ces équipes d'avance étaient obligées de faire demi-tour sur Kinshasa. Et je pense qu'ils ont vite compris qu'il y avait tout d'abord ces problèmes liés à l'organisation, mais aussi à des difficultés liées par exemple à la logistique. Mais officiellement, on nous a parlé de l'indisponibilité des invités, chose qui n'est pas justifiable du fait qu'on ne peut pas organiser un sommet comme ça et c'est dire que les invités n'étaient pas disponibles, que les invités préparaient une autre réunion à New York. Bon, personnellement, ça ne passe pas. Il faut y réfléchir et penser que peut-être notre diplomatie n'a pas fait son travail convenablement et qu'il y a quand même beaucoup de choses que nous devons faire pour essayer de redorer et de pousser notre diplomatie à mieux travailler. Merci beaucoup. Nous venons de comprendre qu'il y a un problème au niveau de la diplomatie congolaise, beaucoup d'impréparation. Je ne sais pas si vraiment les contacts étaient bien faits en amont entre les pays, c'est-à-dire la RDC qui devrait, n'est-ce pas, accueillir les 10 sommets et les inviter, le Burundi, l'Ouganda, le Rwanda et l'Angola, pour discuter, n'est-ce pas, des questions sécuritaires et peut-être aussi des développements dans la sous-région. Maintenant, je me pose une autre question, cher Rémi. Est-ce que le Burundi avait peur de tomber dans la même situation comme en 1994? C'est-à-dire le jour où leur ancien président Cyprien Tagamira a été abattu ensemble avec l'ancien président rwandais Habyarimana Juvenal dans un même avion, alors qu'il revenait, n'est-ce pas, de Dar es Salaam, comme dans ce contexte, il revenait aussi de Dar es Salaam pour d'où ils avaient des pourparlers dans le cadre des accords d'Arusha. Est-ce que peut-on parler de la peur du président burundais?
Bon, je dois tout d'abord noter que c'est un sommet qui avait sa raison d'être. Parce que il y a des problèmes au niveau régional qui doivent être résolus. Il y a autant de difficultés, les conflits entre États, c'est-à-dire il faut suivre ce qui se passe entre l'Ouganda et le Rwanda. C'est un problème très sérieux. Les problèmes entre les Rwandais et le Burundi, vous sentez qu'il y a des difficultés. Et les problèmes entre la RDC et les autres pays. Je pense qu'il se rajoute également d'autres difficultés qui sont liées à la gestion frontalière entre l'Angola et la RDC, mais aussi la position géostratégique de l'Angola dans la sous-région, qui est une position à ne pas négliger et qui est une très bonne position par rapport au suivi et à la résolution des problèmes qui hantent ce terrain. Il faut également ajouter que les Burundais ne devaient pas avoir peur que peut-être ce qui est arrivé à leur ancien président en 93 devait encore revenir. Et je pense 94 qu'il y a eu... je pense que c'était... Oui, c'est avec le président Taria Mirasi en 94. Oui. En 93, c'était avec le président Ndadaye. Avec Ndadaye. Mais Ntariamira, c'est en 94. Oui. Donc, c'est un peu ça. Et oui. Les Burundais, comme je venais de le dire, ne devaient pas avoir peur que ce qui est arrivé contre leur président pouvait se passer à Goma. Mais je pense qu'il se pose un problème de diplomatie. Et comme je le disais tout à l'heure, avec tout ce qu'il y a comme conflit entre les deux pays, les Rwandais et les Burundi. Et moi, personnellement, je pense que les Burundais se sont sentis hésitants. Et ils ont trouvé des mots justes, des mots diplomatiques pour s'excuser. Mais au moins, il y a ces problèmes entre les deux pays qui doivent d'abord être résolus à leur propre niveau avant d'être suivis au niveau régional. Il y a les conflits qui existent entre les Rwandais et les Burundi et c'est une guerre qui s'est faite sur le territoire congolais. Il faut suivre tout ce qui se passe au niveau des hauts plateaux d'Uvira pour comprendre à quel niveau les conflits internes de ces deux pays c'est fait au niveau de la République démocratique du Congo. Et moi, je sens qu'il y a des questions qui devaient être tout d'abord résolues parce qu'il y en a plusieurs. Mais il faut également ajouter que peut-être le jour de l'investiture du président burundais, l'actuel président Evariste Ndayishimiye, la RDC n'a pas été, je dis bien officiellement, au niveau du haut sommet représentée. Et donc, c'est la diplomatie. Et je ne sais pas si les Burundais ont pensé qu'il fallait répondre de la sorte du fait que les chefs de l'État congolais ou les officiels congolais ne se sont pas représentés le jour de l'investiture du président Ndayishimiye. Et ce sont des petites questions qu'il faut se poser. Je pense personnellement qu'il y a autant de questions sur lesquelles nous devons travailler en tant que Congolais. Et les pays au niveau régional doivent également résoudre certains problèmes. Ce qui était l'objectif, ce qui était considéré comme étant l'objectif du sommet en soi. Et parce qu'il fallait travailler sur toutes ces questions, mais c'est le Congo qui devait gagner. Quand je parle du Congo, je vois la République démocratique du Congo. D'accord. Mais en lisant, comme vous venez de parler, vous venez de faire allusion, n'est-ce pas, à un aspect très important dans la sous-région, l'insécurité ou l'utilisation du territoire congolais pour déstabiliser les États voisins, notamment les Burundi dans les cas sous examen. En lisant le journal Le Monde paru à 18h, qui est cité par la RFI. Oui, on dit quelque part, un journal local, Iwachu c'est en Kirundi, c'est le nom du journal, évoque une infiltration en plusieurs vagues depuis la République démocratique du Congo via le lac Tanganyika, nous sommes au sud Kivu, à l'est de l'RDC,
qui aurait commencé fin août. Mais les mystères planent encore sur l'identité des assaillants et leurs intentions. Certes, un court communiqué estampillé Red Tabara, un mouvement rebelle né en 2015, fait état de sa confrontation avec les policiers accompagnés de nombreux miliciens Imbonerakure, donc des jeunes du parti au pouvoir. Mais quelle est l'idée ici? Ici déjà on vient de signaler la présence des groupes armés ou bien l'infiltration du territoire burundais à partir de la RDC. Est-ce que peut-on dire que la RDC n'est pas en mesure d'assurer d'abord la protection sur la sécurité sur son propre territoire et aussi sur assurer la protection de la sécurité des États voisins conformément au pacte de la CIRGL, c'est-à-dire la convention CIRGL, Convention internationale pour la région du Grand Lac. Est-ce que peut-on vraiment parler de ça? Que la RDC a défailli et que le Burundi n'était pas en sécurité? Oui, merci beaucoup, cher ami. Je voulais tout d'abord noter une chose. Il faut qu'on se pose la question de savoir qui déstabilise qui. C'est ça, c'est une question et que nous devons tout d'abord, sur laquelle nous devons répondre. Parce que, en essayant de comprendre ce qui se passe dans la région, je ne pense pas que c'est la région, la République démocratique du Congo qui déstabilise les autres pays. Mais ce sont ces pays qui déstabilisent parce que ce sont leurs troupes qui sont en République démocratique du Congo, qui s'intéressent en République démocratique du Congo. Contre les Congolais. Contre les Congolais. Oui. Et par là, moi, je pense que c'est la RDC qui est déstabilisée. Ce n'est pas la RDC qui déstabilise les États voisins. Ces pays voisins ont leurs problèmes internes qui se déversent sur la République démocratique du Congo. Et la République devait travailler sur la problématique liée à nos frontières parce que ce sont des frontières qui sont poreuses oui. Aujourd'hui. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour que notre pays ne puisse plus être déstabilisé par les autres États de la sous-région qui ont des problèmes internes. On ne doit pas oublier que le Rwanda a des problèmes internes avec ses propres fils. Le Burundi a également les mêmes problèmes internes avec ses fils. Et même l'Ouganda également qui a ses problèmes internes. Et ce sont ces problèmes internes qui se déversent sur la République démocratique du Congo. Et les ADF, ce n'est pas une histoire congolaise. Ce sont les Congolais qui en souffrent aujourd'hui. Ce sont les Congolais qui en sont victimes. Et les FDLR, ce ne sont pas de Congolais. Les CNRD, qui sont des Rwandais, et les FDLR ne sont pas des trous, des rebelles congolais. Et les raids de Tabara, tout ce qui se passe, les forêts-boues, c'est là que l'on retrouve dans la région où les FNL ne sont pas tous des Congolais. Ce sont des troupes que l'on retrouve aujourd'hui sur les sols congolais et qui causent terreur sur notre sol. Et du coup, c'est nous qui en sommes victimes. Et la RDC doit créer des mécanismes pour que cela cesse. Parce que nous ne devons pas servir des terrains où les autres se font la guerre sur notre propre territoire. Je vois par exemple ce qui se passe dans les hauts plateaux d'Ouvira. Pourquoi les forêts-boues, les raids de Tabara et les autres doivent se retrouver sur les sols congolais? C'est inacceptable. Il n'y a personne qui peut tolérer. Et voilà pourquoi c'est nous qui perdons du fait qu'on n'a pas pu organiser les sommets de Goma. C'est la RDC qui perd. Et c'est un combat que nous devons mener pour que ces sommets soient organisés et vraiment organisée et d'une manière professionnelle parce que la façon dont elle était organisée il y a la semaine passée n'était pas professionnelle. Ce sommet doit être organisé d'une manière professionnelle. Et il doit commencer d'abord par les bilatérales au niveau ministériel et dès qu'on aura fini avec les bilatérales, on pourrait passer par les sommets proprement dit. Et c'est là que les chefs de l'État doivent intervenir par rapport aux questions techniques qui sont posées
ou à certaines stratégies qui ont été développées par les techniciens. Et quand je parle des techniciens, je vois les ministres, je vois d'autres techniciens et responsables des services de sécurité qui doivent être de la partie également. Merci beaucoup pour ces explications. Mais en lisant la déclaration de Nairobi, la déclaration de Dar es Salaam, ou déclaration sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs du 20 novembre 2004. À ce point A, on parle du renforcement de la coopération bilatérale et régionale grâce à l'adoption et l'application effective des pactes de non-agression et de défense commune. Le Burundi, par faisant allusion au bilatéral, pensez-vous qu'il avait raison? Je pense que jusque-là, il n'y a pas eu agression. Jusque-là, il n'y a pas eu agression. Il y a des rebelles des pays voisins qui se permettent de venir s'aventurer en RDC et peut-être ils ont trouvé un terrain fertile où ils peuvent commettre et faire de n'importe quoi. Et le pacte en soi, c'est au niveau de la CIRGL. Et tout ce qui se passe au niveau de la CIRGL, je ne sais plus si la CIRGL existe parce que je n'entends plus parler de la CIRGL en soi. Il y a plusieurs accords qui ont été signés dans la sous-région, mais je pense que c'est la RDC qui doit fournir plus d'efforts. Nous avons autant de problèmes. Si on doit penser qu'avec le pacte de Dar es Salaam, on trouvera des solutions internes à la République démocratique du Congo, moi personnellement, je ne vois pas comment on va le trouver. On va résoudre ces problèmes. Néanmoins, les problèmes doivent être résolus avec une force congolaise qui serait dissuasive, qui doit aider les pays à retrouver sa souveraineté. Parce que nous sommes en train de perdre notre souveraineté. Et c'est ce que nous devons déplorer aujourd'hui. Et le Burundi ne devait pas avoir peur de tout ça. Le Burundi a eu peur. Le Burundi a voulu répondre peut-être d'une manière diplomatique par rapport à telle situation, telle que je l'ai expliqué au début. Et le Burundi a des problèmes avec ses voisins. Et ils ont pensé qu'il fallait les résoudre autrement. Peut-être qu'ils n'ont pas encore voulu se mettre sur la même table avec son voisin. Et c'est le sommet de Goma qui en est tombé victime. Et je me dis également que le pacte de non-agression signé à Dar es Salaam est très très important, mais qui n'est pas mis en application. Et à quoi servent les outils qui existent mais ne peuvent pas être mis en application? Ce sont des petites questions qui vont se poser parce qu'il y en a plusieurs. Il y a eu le pacte de Nairobi, il y a eu des pactes signés à l'accord d'Addis Abeba, il y a eu l'accord de Dar es Salaam. En fait, il y en a eu plusieurs. Il y a même l'accord de Luanda, mais il y en a eu plusieurs. À quoi ça sert si on ne peut pas le mettre en application? Il y en a plusieurs. Et c'est décevant. Si on peut organiser ces sommets pour qu'on parvienne à évaluer les niveaux de mise en application de ces pactes, ça peut aider peut-être nos pays à trouver une solution aux problèmes qui se posent aujourd'hui. Oui, en lisant aussi, il y a dans les journaux, la RFI, n'est-ce pas, la RFI, publié en date du 13 septembre 2020, je cite, on dit Gitega, c'est la capitale du Burundi actuellement, la capitale politique. Gitega a pendant longtemps considéré Kinshasa, donc la RDC, comme un allié stratégique qui lui a permis pendant longtemps de mener des opérations militaires contre des groupes rebelles burundais sur le territoire congolais. Ce n'est plus le cas et la RDC s'est désormais rapprochée de Kigali que la RDC s'est désormais rapprochée de Kigali, que le pouvoir burundais considère comme un ennemi. Quelle est votre analyse par rapport à cette déclaration? C'est une déclaration qui a sa raison d'être. Mais je pense que jusque-là, le Burundi est un allié stratégique de la République démocratique du Congo.
Et je pense qu'on peut avoir des petits problèmes, des petits soucis qui peuvent être techniques, mais qui n'ont pas de lien direct avec nos relations. Les relations existent parce que il faut que vous le sachiez, le Burundi est la deuxième diaspora congolaise après Luanda. Et donc, je ne vois pas comment les Congo peut se dépasser de ça. Et d'autres questions, nous avons des réfugiés burundais à Lusenda. À Lusenda, c'est dans Fizi. On a d'autres Burundais qui sont à Uvira, par exemple. Dans la plaine de la Ruzizi. Dans la plaine de la Ruzizi, on en a plusieurs. On a plusieurs kilomètres qui nous séparent. On a une frontière lacustre qui nous sépare du lac Tanganyika. Nous avons des activités communes que nous menons ensemble, c'est-à-dire la pêche sur le lac Tanganyika. Nous avons la rivière Ruzizi qui nous sépare. On a plusieurs activités que nous menons ensemble et c'est un allié vraiment stratégique de la République démocratique du Congo. Il est vrai qu'on peut avoir méfiance et c'est ce que nous pouvons observer pour le moment. Mais ce sont des questions qui peuvent être résolues par les dialogues. Je pense qu'il faut juste renforcer le dialogue qui a toujours existé, discuter aussi en bilatéral et peut-être éviter qu'on ait ce genre de couacs qui peuvent créer des ennuis par la suite. Et quand je sais de voir tout ce qui se passe au pays, par exemple au Burundi, je me dis que nous avons intérêt à collaborer avec ces pays au même moment que nous le faisons avec d'autres pays, dont le Rwanda. Et il y a également d'autres questions sur notre rôle avec l'Ouganda. Comment l'Ouganda nous aide à lutter contre les ADF? Ce sont des questions qui doivent être posées. Est-ce que l'Ouganda a intérêt à ce qu'on finisse avec les ADF? Ce sont des questions. Moi, j'y reviens et je pense que la réunion de Goma devait nous aider à édifier au moins ou à être édifié par rapport à ces petits soucis qui se développent dans la région. Et je vois les soucis beaucoup plus sécuritaires. Et parlant ici du trafic entre nos 3 ou 4 pays, je pense que les trafics ne causent pas problème, à part le coronavirus qui a impacté toute la région et le monde entier et qui a créé quelques ennuis par rapport au déplacement et au mouvement des populations. Mais au moins, pour les cas du Grand Nord, je vois le Nord Kivu, il se pose des soucis sécuritaires entre l'Ouganda et la RDC. Mais au moins, il y a des solutions qui peuvent être trouvées lorsqu'on se met sur une même table. Et raison pour laquelle je parlais d'une grande perte pour la RDC et que la RDC doit tout faire pour que ce sommet soit organisé dans les jours à venir. Mais je dois noter que ce sommet ne peut être organisé que d'une manière professionnelle. Parce qu'il n'y a pas eu professionnalisme de par tout ce qui a été fait par le passé. Je parle ici de la semaine passée. Les ADF sont des Ougandais. Qu'est-ce qui se passe vraiment que pensent les amis ougandais lorsqu'on leur dit que 30 Congolais, 100 Congolais, 2000 Congolais ou 3000 Congolais ont déjà été tués par les ADF qui sont des pays voisins? Est-ce que les Ougandais se sentent à l'aise par rapport à cette question? En fait, ça doit nous revenir chaque fois. Et c'est vraiment une question que je dois me poser personnellement. Il y a eu à un certain moment, c'était les FDLR qui les faisaient chez nous au Sud Kivu et au Nord Kivu. Et c'est pas encore fini au niveau du Nord Kivu, mais je pense que dans les discussions, on peut toujours trouver une solution. Mais la RDC doit tout faire pour être plus fort sur le terrain et pour que les autres les respectent. Sinon, on ne nous respecte pas parce qu'on s'est dit que nous sommes ce que nous sommes. Oui, j'en profite, n'est-ce pas, pour vous poser la question suivante. J'ai suivi la RFI dans ce journal du 13 septembre 2020, ce jour. Selon les affaires étrangères de la RDC, la raison du report est justifiée par la préparation de la participation à l'Assemblée générale de l'ONU prévue pour le 15 septembre 2020 à New York. Ça, c'est la version officielle du côté congolais.
Tandis que du côté burundais, on fustige, n'est-ce pas, on fustige le fait que la question n'était pas d'abord soumise au bilatéral entre la RDC et le Burundi. Donc il y a deux sons de cloche. Le Burundi nous présente sa version et la RDC la sienne. Maintenant, pourquoi ces mensonges? Quel est l'intérêt qu'aurait la RDC en prenant cette position ou en livrant cette information qui, par après, est contredite par le Burundi? Oui, je venais de le dire tout à l'heure, il y a eu une préparation par rapport à ce sommet. Le sommet n'a pas été organisé d'une manière professionnelle, raison pour laquelle j'ai parlé d'une sorte de repositionnement en lien avec l'organisation de ce sommet. La communication officielle donnée par notre pays, on peut l'accepter, mais personnellement, ça ne m'a pas convaincu. Je l'accepte parce qu'elle est officielle, mais je n'ai pas été convaincu. En organisant ce sommet, ils savaient qu'il y aurait l'Assemblée générale des Nations Unies qui devait se tenir. Pourquoi ils se sont précipités pour organiser le sommet en soi? Tout à fait. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne vois pas pourquoi on peut faire les choses de son contraire. Et je me dis même que si la réunion était très bien organisée, ça donnerait une matière qui devait permettre au chef de l'État qui devait être présent d'aller aux Nations Unies avec le même message. Donc c'était une très belle occasion pour que les pays transmettent un message par rapport à la situation dans la région. Je me dis que le président burundais devait parler le même langage avec le président congolais, avec le président angolais et d'autres là. C'est pas celui de l'Ouganda et même celui du Rwanda. Et ça serait une très belle occasion et une occasion en or qui vient d'échapper à la sous-région. Si on irait aux Nations Unies avec une même idée, avec les mêmes propositions, même si peut-être les contextes allaient changer selon les pays, mais au moins, c'était une très belle occasion. Donc, la justification officielle ne tient pas debout. Les Burundais ont eu les mots justes pour refuser, pour dire non diplomatiquement, mais vous comprenez qu'eux-mêmes, je l'ai dit au début, qu'il y a des problèmes sur lesquels ils préfèrent se focaliser. Les conflits au niveau de la sous-région ont pris le dessus du sommet. Et les relations inter-États, c'est-à-dire les relations entre le Rwanda et le Burundi, les relations entre l'Ouganda et le Burundi, les relations entre la RDC et les 4 pays ont eu le dessus sur le sommet. Mais au moins, la communication devait être convaincante, raison pour laquelle je dis que notre diplomatie doit être professionnelle. On sent une sorte de léthargie, on sent une difficulté à se confirmer dans la sous-région, on sent un problème qui est vraiment de communication qui se pose à tous les niveaux, et on s'est dit qu'il faut aider les pays à avancer. Il faut que les Congolais se sentent au moins dans un pays où l'image de notre pays, c'est cette diplomatie qui doit la refléter. Mais lorsqu'elle n'est pas transmise telle que voulue par les Congolais, vous comprendrez pour moi qu'il y a des problèmes de fond que nous devons résoudre au niveau interne et même au niveau externe. Merci beaucoup. Je poursuis. Faisant un regard, n'est-ce pas, sur un regard sur les faits au niveau national, au niveau local, nous sommes à Goma. Il y a des messages, n'est-ce pas, de la part de certains militants, membres de l'Union nationale, l'Union pour la nation congolaise, UNC, un parti politique cher à M. Vital Kamerhe, qui, dans leur slogan, demandait à Félix, je cite, Caïn, où est Abel? Selon eux, le président congolais, c'est Caïn parce que selon eux, il avait trahi son ami, son collaborateur, son directeur de cabinet, Vital Kamerhe. Vous allez vous souvenir dans le cadre du rapport mais dans le procès de 100 jours.
on demande à Félix où est Kamere. Quelle est votre analyse par rapport à ça? Bon, c'est aussi une question de taille sur laquelle il faut travailler. Je n'aimerais pas personnellement me focaliser sur ça, du fait que c'est un parti politique qui a sa façon de communiquer. Ils ont préféré passer par ça pour faire passer leur message. Moi, personnellement, je n'aimerais pas m'attarder sur cette question. Mais au moins, une chose que je voulais dire, ils ont intérêt à faire pression et ils ont estimé que ça serait une meilleure manière d'exporter leurs problèmes pour que les autres comprennent qu'il y a un souci qui hante leur cœur. Et raison pour laquelle ils ont trouvé nécessaire de faire passer ces messages. Et moi, je pense également que du point de vue organisation de ce sommet, les Rwandais, il y a aussi cette difficulté liée à la communication faite par Twitter par l'ambassadeur rwandais ici à Kinshasa, qui a aussi créé et qui a aussi été à la base qui devait faire l'objet du sommet en soi. Parce que c'est le rapport mapping. Les Congolais veulent que ce rapport mapping soit vraiment, que les Rwandais reconnaissent qu'il y a eu, moi j'appelle ça, cette Shoah congolaise. Comment les Congolais ont été exterminés. Les Congolais veulent que cela soit reconnu par les Rwandais officiellement. Et moi j'ai toujours pensé que cela peut être résolu tout d'abord au niveau de notre pays, parce que la RDC n'a jamais pris position officiellement par rapport à cette question. Il existe des rapports mapping qui sont là et cela devait avoir également de l'impact sur la communication qui devait être faite à Goma. Je vis autant d'activistes des mouvements citoyens qui sont déversés sur Goma. Je connais certains présidents de la sous-région qui ne veulent jamais être salis officiellement, qui préfèrent garder leur image dans leur pays et comme à l'extérieur, et qui n'accepteraient pas arriver à Goma et se faire huer par des activistes qui étaient déjà présents. Et c'est vraiment une autre question. Et imaginez-vous les activistes pro-démocratie, les activistes, les défenseurs des droits humains qui seraient à Goma, qui étaient préparés pour dénoncer les silences de notre pays, mais aussi les silences des pays voisins qui doivent reconnaître qu'il y a eu extermination des Congolais. Je vois ici les massacres de Kasika. Et ces pays devaient reconnaître tout ça. Et voilà au moins les deux questions de taille. Qui devraient être discutées lors de ces mini-sommets, n'est-ce pas? Non, qui devaient avoir de l'influence sur les sommets. Parce que j'ai vu les militants de l'INC qui ont décidé de porter une tenue qu'ils appellent pièce contre pièce. Oui. Et imaginez-vous une ville comme Goma avec des militants en tenue pièce contre pièce. Que devaient penser les hôtes qui seraient reçus par notre pays? Et au même moment, c'est cette image de l'ambassadeur qui devait être également présent à Goma, qui devait être présent parce que son chef, le chef de l'État de son pays serait là. Et comment les choses devaient se passer dans ce sens? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles il fallait travailler avant de parvenir à l'organisation du sommet, mais aussi, ce sont des choses qui doivent être travaillées et qui doivent être faites d'une manière bilatérale et avant d'être exposées officiellement. Mais revenons sur le rapport mapping. Il vous souviendra que dans le passé, lors de la commémoration du génocide rwandais, le président congolais qui était invité avait fait une déclaration selon laquelle le génocide du Rwanda, n'est-ce pas? Non, sorry. Il avait dit ceci. Les massacres connus en RDC, n'est-ce pas, étaient les effets collatéraux du génocide rwandais. Pensez-vous, avec une telle façon de voir les choses, le président congolais Félix Tshisekedi vraiment aurait le courage de pousser le Rwanda
aurait le courage de parler avec franchise du rapport mapping, parce que aussi, il ne faut pas oublier qu'au niveau national, il n'y a aucun effort qui est signalé dans le sens de soutenir la lutte du docteur Mukwege, la société civile, dans le cadre, n'est-ce pas, de mettre en place les recommandations contenues dans le rapport mapping. On est en face d'une sorte de léthargie de la part du gouvernement congolais. Pensez-vous vraiment que le président congolais aurait le courage de parler en regardant tout droit dans les yeux de ses pairs, en parlant de rapport mapping? Pensez-vous? Bon, je pense que le rapport mapping est parlant. Moi, j'ai eu le temps de l'exploiter. Je connais au moins quelques pages de ce rapport. Je suis activiste et je comprends certaines questions. Je pense qu'à notre niveau et au niveau de notre pays, nous avons intérêt à parler à haute voix et à dire ce que nous pensons par rapport à l'histoire. L'histoire est têtue, mon frère. Oui. Il y a eu des compatriotes qui ont été tués à Kasika. Ils étaient tués d'une manière sélective. Et le fait qu'ils aient été tués d'une manière sélective, ça s'appelle extermination. Et quand on voit l'extermination, on voit les génocides. Et quand on voit les génocides, c'est pas au niveau de la RDC que tout a commencé. Ça s'est passé dans d'autres pays. Et au niveau du Rwanda, il y a eu la Shoah au niveau d'Israël. Moi, je ne vois pas pourquoi ce qui s'était passé en Birmanie ne peut pas servir de modèle sur cette question en République démocratique du Congo. Les autorités doivent avoir le courage de dire tout haut ce qui s'était passé. Et même s'ils ne veulent pas le dire, l'histoire est têtue. L'histoire est têtue et on en parlera. Ce sont des livres qui existent. Ce sont des pages de rapports qui existent. C'est une histoire qui est enseignée à nos enfants. Et comment quelqu'un va penser que l'on doit effacer quelque chose dans ce sens? Les pays de la sous-région doivent reconnaître leurs responsabilités. Il y a eu extermination de nos compatriotes. Et lorsqu'il y a eu extermination, au moins la moindre des choses à faire, c'est de demander pardon officiellement. Je me dis que les jours à venir, nous donnerons raison du fait que la Belgique a reconnu ce qu'elle avait fait il y a plus de 80 ans en RDC, et les autres le reconnaîtront un jour. Vouloir ou pas, ils le reconnaîtront. Moi, je suis de l'école de Mukwege. Je ne dois pas accepter que les gens se permettent de cracher sur les morts que nous avons connus dans ces pays. On a perdu nos frères, on a perdu nos amis, on a perdu des voisins, et moi, je n'accepterai pas que les gens se taisent par rapport à cette question. Notre pays doit prendre position officiellement, et c'est vraiment une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Nos frères, nos parents, nos grands frères, nos petits frères ont perdu leur vie. Ce sont des Congolais que nous avons perdus. Les responsabilités doivent être partagées, mais au moins, il y a eu des personnes derrière tout ce qui s'était passé. Mais malheureusement, on constate que le gouvernement congolais n'est pas vraiment prêt pour que les victimes obtiennent justice. Bon, tout en passant, n'est-ce pas, je voudrais aussi... J'ai lu un tweet de la Lucha qui est l'un des mouvements citoyens congolais, qui qualifie, n'est-ce pas, la diplomatie congolaise d'une diplomatie de soumission et d'hypocrisie. Quel est votre point de vue? Bon, la diplomatie, c'est aussi l'art de l'hypocrisie. C'est vrai. Et lorsqu'il y a eu soumission, comprenez que ils ont raison. Ils pensent qu'ils ont exprimé leur vœu, leur souhait. Moi, je pense que
il y a autant de questions d'ordre professionnel qui doivent être résolues avec notre diplomatie. Peut-être l'avant-dernière question. Pensez-vous que M. Félix Tshisekedi est en train d'échouer du point de vue diplomatique? Parce que vous vous rappelez que il avait déclaré que la diplomatie serait son cheval de bataille. Il y a des ratés sur tous les plans. Et à titre d'exemple, n'est-ce pas, il avait promis l'arrivée de Mike Pompeo en RDC, Mike Pompeo qui est le secrétaire d'État des Nations Unies. Mais celui-ci n'était pas arrivé en RDC. Pourtant, il s'était rendu en Angola notamment, sans passer par la RDC, sans visiter la RDC. Pourtant, Félix avait fait cette promesse aux Congolais. Monsieur Félix, il avait promis, n'est-ce pas, aussi sur du plan au niveau national, l'installation de l'état-major général à Beni, sans parler du social. Comparativement à Kabila et à Mobutu, personnellement, Mobutu et Kabila, ils avaient, n'est-ce pas, une diplomatie agissante. Et aujourd'hui, nous avons appris que Kabila, qui était sous sanction, ses collaborateurs qui étaient sous sanctions américaines, ils ont vu les sanctions être élevées. Pourtant, il n'est plus président. Mais Félix, qui continue à boiter dans la diplomatie. Pensez-vous que, du point de vue diplomatique, Félix serait sur la bonne voie? Je pense qu'il y a autant de questions sur lesquelles on doit travailler. Je parlais d'une diplomatie qui doit être professionnelle. C'est une question de taille. Et je l'ai dit au début, elle n'est pas encore très professionnelle. Il est vrai que le chef de l'État fournit plus d'efforts. Il essaie de faire quelque chose. Il y a quelques ratés, bien sûr. Ces ratés ne doivent pas biaiser sur tout ce qui a déjà été fait. Il y a des efforts qui ont été fournis dans d'autres cieux, c'est-à-dire des questions qui ont été soulevées par le passé. Et je pense qu'il doit encore fournir plus d'efforts parce que, vous savez, des fois, lorsqu'une équipe est sur terrain et qu'elle pense qu'elle a déjà gagné les matchs, mais finalement, elle néglige. Et le fait d'avoir négligé, elle est enfin bâtie. Je me rappelle du match RDC-Burkina Faso où à la dernière minute, on avait gagné parce qu'on a été déterminant. Et je pense que s'il est aussi déterminant, il peut encore gagner, il peut encore redorer l'image du pays. Et c'est tout ce que nous voulons. Il y a des ratés, il y a des échecs, et c'est humain et c'est normal. Et il faut qu'il y travaille, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il fasse au moins un petit moment de repli stratégique et d'évaluation pour qu'il comprenne qu'est-ce qui ne va pas. Et à partir de là, il va faire une très bonne diplomatie. Il doit comprendre aussi ses partenaires. Et il doit savoir avec qui il fait son travail. Il doit savoir qui sont ces militants sur le terrain. Et quand je parle des militants, je vois notre ministère des Affaires étrangères. Moi, je l'ai dit au début qu'il y a un problème au niveau du ministère des Affaires étrangères. Il y a un problème à ce niveau. Et le chef de l'État doit voir cette question de très près. Parce que je pense aussi qu'il y a aussi une autre difficulté du fait qu'on se focalise sur des questions internes qui ne sont pas qui n'ont pas de lien avec l'extérieur, jusqu'à ce qu'on oublie les choses les plus importantes qui doivent refléter l'image officielle de notre pays. Et la diplomatie, c'est le miroir d'un pays, c'est tout le monde qui nous regarde par rapport à ce que fait notre ministère des Affaires étrangères. Et je sens une léthargie, je sens un problème professionnel, et je me dis que ce sont des questions et des problèmes qui doivent être résolus en toute urgence. C'est pas seulement à ce niveau, mais je me dis que le chef de l'État doit être regardant. Il doit suivre toutes les questions à la loupe parce que il y a autant de questions, autant de problèmes sur lesquels il doit se focaliser. La dernière question, peut-être. Malgré qu'il existe plusieurs instruments
juridiques pour résoudre, n'est-ce pas, les problèmes, les conflits interétatiques dans la sous-région. Pendant plus de 20 ans, je dirais, il y a toujours des mêmes situations, des conflits récurrents, des systèmes d'infiltration, des guerres, n'est-ce pas, des relations diplomatiques qui sont dans les communs. Pensez-vous que le problème serait plutôt la mauvaise foi? Par exemple, le Rwandais est accusé par l'Ouganda, le Rwandais est accusé par le Burundi. Au Congo aussi, bien qu'on ne le fait pas, on le dit pas officiellement, mais aussi le Rwandais est accusé par les Congolais. De part et d'autre, le Rwanda est pointé. Pensez-vous que ce serait une mauvaise foi? Que le Rwanda n'est pas prêt vraiment pour que la paix revienne dans la sous-région? Quel est votre point de vue? Mon point de vue est que nous avons un problème d'intérêt. Nos intérêts ne sont pas convergents. C'est-à-dire que les Rwandais veulent avoir un pays assaini, un pays propre. Les Congolais veulent également faire la même chose, mais ils se heurtent devant une difficulté avec la présence des troupes rebelles étrangers provenant de ces mêmes pays ici en RDC. Et c'est à partir de la présence de ces pays voisins, des rebelles provenant de ces pays voisins, que nous avons des problèmes. Et si on parvient à identifier et à se focaliser sur ces problèmes, je me dis que c'est à partir de là que nous allons trouver une solution. Mais lorsqu'on pense qu'on doit jouer à l'hypocrisie, oui, comme ça s'est fait, ça n'ira nulle part. Il n'y a aucune chose qui va être résolue. Nous, on a un État qui veut être très fort. Nous sommes dans une fragilité qui ne cite pas son nom. Les sociétés des Congolais causent problème parce qu'il faut noter également que la plus grande difficulté que nous pouvons aussi également avoir dans la sous-région et en Afrique, c'est le fait que nous sommes les blocages de l'intégration africaine. Il suffit de quitter l'Afrique du Sud pour aller dans d'autres pays comme l'Égypte. Dès que vous quittez les Caps en Afrique du Sud, vous arrivez au Zimbabwe, mais vous êtes bloqué au niveau de la RDC et vous n'avancez plus parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Vous quittez l'Algérie, vous voulez aller à Dar es Salaam ou le Sénégal pour aller à Dar es Salaam, vous êtes bloqué quand vous arrivez en République démocratique du Congo. Et c'est ce que nous déplorons, nous. On devait avoir des voies qui nous permettent à ce qu'il y ait une très bonne intégration. Parce qu'on ne doit pas parler intégration, et c'est aussi ce que nous avons comme difficulté avec nos voisins. On ne doit pas parler intégration tant qu'on ne reconnaît pas que nous avons ces difficultés au niveau interne. Si la RDC peut développer ses voies fluviales, la voie aérienne, parce qu'elle cause aussi problème avec tout ce que nous avons comme tracasserie, et notre voie routière avec les transports routiers, je me dis que l'intégration serait à la base du développement. Les autres pays, comme l'East African Community au Rwanda, ont mis l'intégration comme cheval de bataille. Et quand vous quittez la Tanzanie, vous passez par le Burundi, vous allez en Ouganda, les habitants de ces pays, les Rwandais, les Burundais, les Tanzaniens, ne montrent plus leur pièce d'identité parce qu'ils ont cette nationalité que je peux appeler est-africaine. Parce qu'il y a des routes qui les lient, il y a des voies fluviales qui les lient, il y a les voies ferroviaires qui les lient. Mais chez nous, on est toujours bloqué. On ne peut pas quitter Kinshasa jusqu'à arriver, c'est pas à Kikwit, tranquillement. Il y a les routes qui sont ce qu'elles sont. Voilà, c'est autant de problèmes qui sont à la base et sur lesquels le Congo doit se focaliser en interne et espérer aller en externe étant plus fort. On ne sera jamais plus fort tant qu'on a des problèmes internes et qui sont vraiment sociaux. Les sociaux des Congolais n'est pas une priorité des fois pour nos autorités. Ok.
Merci beaucoup pour cette intervention. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je pense que nous venons d'être suffisamment édifiés, informés sur la question, la problématique sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Vous venez de parcourir, n'est-ce pas, les enjeux tant nationaux que régionaux, les enjeux politiques, juridiques. Merci beaucoup et à la prochaine. Et merci beaucoup, cher journaliste. Et je dis également merci à tous les auditeurs et aux compatriotes congolais qui nous suivent en ce moment. Mais aussi, je souhaite une très belle intégration de la République démocratique du Congo au niveau de la région, au niveau africain et même au niveau international. Et que tout change, soit au niveau de notre miroir et également au niveau interne. Merci beaucoup. Bonsoir. Voilà, chers amis, vous venez de suivre avec intérêt Monsieur Rémi, qui est un expert dans la sous-région, qui a une grande expérience dans les domaines sécuritaires, dans les domaines des droits de l'homme, dans la sous-région. C'est aussi un consultant dans les domaines des droits de l'homme. Il travaille avec beaucoup d'organisations de défense des droits de l'homme au niveau national, local, mais aussi au niveau international. Comme nous l'avons dit dans notre introduction, la deuxième partie va consister à analyser les aspects juridiques du sommet de Goma, qui malheureusement a été rapporté sine die. Dans cette analyse, nous allons baser, n'est-ce pas, notre réflexion sur la forme et le fond. S'agissant de la forme, il s'agira ici de savoir si, en convoquant les 10 sommets, le président congolais ou l'RDC était tel ou tel endroit. Est-ce que c'était légal? Et la deuxième question du fond va consister à analyser brièvement la question de leadership ou de leadership dans la sous-région. Cela étant dit, s'agissant de la forme, nous faisons observer que le président congolais, Félix Tshisekedi, est en droit, n'est-ce pas, de convoquer les sommets de Goma. Il n'y a pas de débat, contrairement à ceux qui pensent que ce n'était pas vraiment une priorité, il y avait beaucoup de débats là-dessus. La question sécuritaire au Congo, les élections, des lois, les sociales. Mais comme nous sommes en droit international, le droit international qui est une branche du droit, n'est-ce pas? C'est un domaine qui est destiné à régir les rapports entre les États. Ce sont les États qui sont les créateurs de la règle du droit en droit international. Et en même temps, ils en sont les destinataires. Et donc, les États ont le pouvoir de faire ce qu'ils veulent pour autant qu'ils respectent les obligations internationales. En lisant le chapitre 4 de la Charte des Nations Unies, qui parle des règlements pacifiques des différends, nous sommes à l'article 33, il est reconnu aux États membres des Nations Unies, n'est-ce pas, de résoudre leurs problèmes, leurs différends, leurs conflits de manière pacifique. Et on ne peut arriver à la résolution pacifique des conflits que lorsqu'on fait recours au dialogue. Et donc, c'est dans ce cadre-là que le président congolais, ensemble avec ses homologues dans la sous-région, n'est-ce pas, ont dit convoquer les 10 sommets pour discuter des questions sécuritaires, des questions de paix, des questions de développement dans la sous-région. Donc, l'État congolais était en droit. M. Félix, le président de l'RDC, était dans toute légalité de faire cela. Donc, il n'y a pas de débat. Si vous lisez aussi la Constitution congolaise, à son article 52, ça dit que les Congolais ont le droit à la paix et à la sécurité, tant sur le plan national que sur le plan international. Et donc, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de problème si le président congolais estime que, en rencontrant ses pairs, en rencontrant ses homologues,
lors du sommet de Goma, qui malheureusement a été reporté. Et les Congolais pourraient, n'est-ce pas, trouver la paix. Il n'y a pas de problème, c'est constitutionnel, il n'y a pas de problème. Et donc, c'est aussi une question de droit. Quand vous lisez toujours la Charte des Nations Unies, l'article 52, on vous parle également de cette matière, n'est-ce pas, qui relève aux États. Parce que la Charte des Nations Unies recommande aux États de résoudre leurs problèmes, leurs différends de manière pacifique. Et vous savez, les Nations Unies ont été créées pour maintenir la paix et la sécurité internationale. Et donc, c'est ça le but des Nations Unies. Et si le dialogue, si le sommet de Goma avait pour but de promouvoir la paix et la sécurité internationale, mais aussi la sécurité dans la sous-région entre les pays, et donc le Congo, l'Ouganda, le Burundi, l'Angola et le Rwanda étaient en train d'exécuter, de se conformer à leurs obligations conformément à l'article 20, à l'article, je dirais, l'article, conformément à l'article 26 de la Convention de Vienne sur les droits des traités du 23 mai 1969, qui pose le principe du pacta sunt servanda. Ça veut dire tout traité en vigueur lie les États et doit être exécuté de bonne foi. Et donc les États, la RDC, l'Ouganda, le Burundi, le Rwanda, l'Angola, en tant que partie, en tant qu'État, membre des Nations Unies, en tant que partie liée par la Charte des Nations Unies, n'est-ce pas, en ayant décidé d'organiser, de tenir ces sommets ou ces mini-sommets, n'est-ce pas, ils étaient en train de se conformer à leurs obligations en vertu de la Convention de Vienne précitée. Et donc, il n'y a pas de problème. Ce sont toujours des questions de forme. Cela étant dit, pouvez-vous nous poser la question de savoir s'il existe d'autres mécanismes au niveau régional pour régler les différends entre les États? Oui, la réponse est oui. Nous l'avons dit dans notre introduction. Au niveau régional, il existe plusieurs outils, instruments de résolution pacifique des conflits, de collaboration entre les États. Il faut ici citer l'accord de Lusaka du 23 juillet 1993, n'est-ce pas, qui était signé par des belligérants impliqués dans les conflits armés en RDC pour mettre fin à la guerre, n'est-ce pas, qui embrasait toute la région. Ça, c'est un outil. Il y a aussi la déclaration de Dar Salam ou la déclaration sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs. Donc, cet instrument aussi, cette déclaration date du 20 novembre 2004. Donc, les États avaient pris des résolutions, n'est-ce pas, dans le cadre de la dite déclaration, de résoudre les problèmes de manière pacifique, de discuter des questions sécuritaires à travers ces systèmes qu'ils avaient eux-mêmes mis en place. Quand vous lisez le point A de cette déclaration, vous allez comprendre que les États avaient exprimé le souhait de renforcer leur coopération bilatérale et régionale grâce à l'adoption et l'application effective des pactes de non-agression et de défense commune. Voilà aussi une autre base légale du point de vue forme, n'est-ce pas, qui permet aux États de se réunir à Goma. Et enfin, il existe les pactes sur la stabilité et le développement dans la région des Grands Lacs du 14 au 15 décembre 2006. Et le dit pacte contient 11 protocoles dans les domaines différents, notamment les domaines sécuritaires. Et donc, si vous voulez beaucoup savoir sur la question sécuritaire des pactes au niveau de la sous-région, je vous prie, n'est-ce pas, de vous procurer, d'acheter mon ouvrage qui est disponible sur Internet
Vous pouvez taper sur Google les opérations militaires conjointes au Umoja Wetu en RDC, écrit par Frédéric Bigou Kayabo. J'aborde toutes ces questions-là et j'analyse ces instruments-là et les rapports sur la sécurité dans la sous-région. Après l'analyse basée sur la forme, nous pouvons maintenant parler de l'analyse sur le fond. Brièvement. Le fond, il se pose qu'il y a un problème. Il y a des malaises du point de vue diplomatique entre l'Ouganda et le Rwanda, entre le Burundi et le Rwanda, mais aussi entre la RDC et le Rwanda, bien que les autorités congolaises ne veulent pas, n'est-ce pas, les déclarer tout haut. Nous sommes en 2015. Il y a un coup d'État raté au Burundi. Selon ces derniers, le coup d'État était instrumentalisé par les Rwandais. Ça, c'est déjà un problème qui devrait être résolu au niveau bilatéral. Mais ça n'a pas été fait. C'est la raison pour laquelle le Burundi avait dû renoncer à cette rencontre. Et par après, les autres États avaient désisté. Et donc, il y avait un problème d'abord qui est préalable et qui devrait être résolu par les États. Et donc, les sommets qui est considéré comme un cadre multilatéral, vraiment, ne devrait pas précéder les cadres bilatéraux entre les États de Burundi et le Rwanda d'abord. Il y a aussi un autre problème entre le Rwanda et l'Ouganda. Il y a un problème de filtration. Le Burundi qui, à son tour, accuse le Rwanda de déstabiliser son pays. De l'autre part, il y a l'Ouganda qui accuse le Rwanda d'infiltrer, d'espionner ses services de sécurité. Et donc, voilà les problèmes qui sont dans la sous-région. Ici, on ne parle pas, on ne fait pas allusion aux problèmes entre le Congo, la RDC et le Rwanda. Depuis plusieurs décennies, le Rwanda est en train de déstabiliser l'Est de la RDC pour des raisons économiques, pour des raisons aussi démographiques, en important des populations. Des rapports sont là, des informations sont disponibles. Vous pouvez seulement taper sur Google. Vous allez être édifié par rapport à cette question. Et donc, il y a des problèmes de part et d'autre. Et ces États vivent dans une certaine sorte, une certaine façon, n'est-ce pas, de méfiance entre eux, qui vraiment, de sorte qu'ils ne sont pas à mesure de s'asseoir sans tout d'abord résoudre ces problèmes entre eux, au niveau bilatéral. À part cela, il y a aussi le problème de leadership. Le problème de leadership au niveau régional. Vous savez, au niveau de l'Ouganda, le président Museveni, qui est en train de jouer son dernier mandat, peut-être dont l'âge avance. Il y a le Rwanda qui veut se positionner peut-être pour les remplacer. Il y a le nouveau président burundais qui vient d'arriver, qui vient de remplacer le feu président à l'issue des élections. Il y a l'Angola qui vient aussi avec le nouveau président Lorenzo, qui veut aussi se positionner diplomatiquement sur l'échiquier international. La RDC qui ne sait pas vraiment jouer ses pièces, elle est toujours en arrière. Je dirais, est-ce qu'elle est manipulée? Est-ce qu'elle est au service d'autres États? Pourtant, avec sa grandeur démographique, ses richesses, son positionnement, c'est la RDC qui devrait prendre cette position. Mais nous notons, comme l'a relevé notre intervenant, qu'il y a vraiment une absence totale de l'État sur l'échiquier international, et surtout avec ces rendez-vous manqués au niveau international, les voisins qui ne respectent pas la RDC, sans parler de la déclaration de l'ambassadeur rwandais, n'est-ce pas, M. Vincent Kareg sur le massacre de Kamituga, sans parler des propos de James Kabarebe, sans parler des propos du Rwanda, du président rwandais, lors de sa récente sortie médiatique. Et on constate que du côté de la RDC, il y a un silence absolu. Et au point qu'on se demande si c'est de la complicité, ou c'est justement la faiblesse, ou bien c'est l'incapacité à s'imposer, à prendre les choses. La RDC qui n'est pas vraiment présente à ces rendez-vous de donner et de recevoir, la RDC qui ne sait pas qu'elle peut aussi s'imposer sur l'échiquier régional et prendre le leadership. Donc, dans cette compétition, cette concurrence au niveau régional, nous constatons que la RDC est
absente. Le Rwanda veut tout faire pour qu'il puisse, n'est-ce pas, se positionner et devant ses pairs au niveau régional et devant la communauté internationale, parce que les Rwandais, vraiment, on ne le dira jamais assez, et qu'on le veuille ou pas, les Rwandais s'imposent, et diplomatiquement, les Rwandais s'imposent, et militairement, les Rwandais s'imposent, et du point de vue renseignement, les Rwandais s'imposent, et du point de vue, n'est-ce pas, je dirais, relations diplomatiques sur le plan international, les Rwandais s'imposent, parce qu'il ne faut pas oublier que les troupes rwandaises sont en grande partie dans les missions onusiennes, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est une question diplomatique, contrairement au FARDC, donc l'armée congolaise, et ni la police nationale congolaise. Donc, ça, c'est un problème. Donc, au-delà des aspects sécuritaires, il existe aussi une question de leadership et de positionnement. Et c'est ce qui fait que les États, nous le pensons bien, n'est-ce pas, dans la sous-région, soient toujours dans des conflits. C'est ce qui fait que les relations diplomatiques, que ce soit dans les bilatérales et les multilatérales, souffrent, n'est-ce pas, au chaud et au froid. Chers amis, je pense que vous êtes en train de nous suivre avec intérêt. Nous pensons que la RDC devra tout faire pour récupérer sa place. Parce que du temps de Kabila, bon, la RDC n'avait pas vraiment une place considérable, mais quand même, diplomatiquement, Kabila s'imposait. Au niveau régional, Kabila s'imposait. Et même le Burundi l'a dit. Du temps de Kabila, il y avait de bonnes relations parce qu'il y avait des opérations militaires qui étaient effectuées. Mais du temps de Félix, on accuse Félix comme un allié de Kagame. Et vous le savez, comme le disait le fait Mobutu Maréchal, entre un ami et un frère, le choix est clair. Et donc, le Burundi considère que la RDC est d'abord alliée au Rwanda. Deuxièmement, il y a aussi un adage ou bien un proverbe dans les relations diplomatiques selon lequel l'ami de mon ami, c'est mon ami, et l'ennemi de mon ennemi, c'est l'ennemi de mon ami, c'est mon ennemi. Et donc, le Burundi considère que les rapprochements entre la RDC et le Rwanda est vraiment plus avancé par rapport à lui. Et donc, le Burundi considère que le Rwanda est son ennemi. Et par conséquent, la RDC doit être son ennemi. D'où c'est la raison pour laquelle nous ne pensons que le Burundi, bien que ne l'ayant pas dit tout haut, nous pensons que c'est la raison pour laquelle le Burundi avait décliné cette invitation. Et à la fin, peut-on conclure que M. Félix est en train d'échouer diplomatiquement? Ça, c'est aussi une question. Peut-on conclure que Félix est l'ombre de lui-même sur l'échiquier international et même dans la sous-région? C'est aussi une autre question. Est-il en train de faire passer le temps pendant son mandat, les 5 ans? C'est aussi une autre question. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre point de vue? Quelle est votre analyse des faits? Quelle est votre compréhension? Est-ce que Félix est en train de faire passer le temps en attendant que la Kabylie se réorganise et revienne encore en 2029? Voilà la question que nous vous lançons et à laquelle vous allez répondre. Mais avant de vous quitter, nous allons résumer. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la question du report du mini-sommet qui était prévu à Goma en date du 13 septembre 2020. Avec notre invité, M. Rémy, il a expliqué les problèmes liés à une mauvaise diplomatie au niveau de la RDC, l'impréparation, le manque de professionnalisme. Il a relevé aussi des problèmes sécuritaires qui devraient être discutés durant ces 10 sommets, mais malheureusement,
le sommet a été reporté. Pour lui, c'est un regret. Il pensait que ça serait une occasion pour les États, n'est-ce pas, de la sous-région de discuter, de trouver une fois pour toutes des solutions aux problèmes sécuritaires dans la sous-région. Et nous, dans notre partie d'analyse, nous avons fondé notre analyse sur deux aspects. La forme et le fond. S'agissant de la forme, on se demande si le président congolais était en droit de convoquer les 10 sommets. Nous avons dit oui, parce que la loi et les conventions internationales les lui permettent. Du point de vue fond, nous avons parlé des questions sécuritaires et du positionnement ou du leadership. Et ici, nous avons démontré qu'il y a la mauvaise foi parce que les pays, n'est-ce pas, se déstabilisent mutuellement. Deuxièmement, les pays sont à la course du pouvoir de leadership au niveau de la région des Grands Lacs. Donc, chaque pays est en train de chercher à savoir qui va prendre les relèves, peut-être après la mort de Museveni ou bien après lorsqu'il aura quitté le pouvoir. Est-ce que c'est Kagame? Est-ce que c'est Evariste? Est-ce que c'est Joao de l'Angola? Est-ce que c'est Félix? Voilà toutes ces questions-là qui sont au cœur, n'est-ce pas, du débat au niveau de la sous-région. Et nous avons conclu en vous laissant, n'est-ce pas, des questions auxquelles vous allez répondre. Chers amis, merci beaucoup. Nous vous prions toujours de vous abonner à notre chaîne, de partager nos émissions, de nous faire part de vos commentaires. Et c'est par ces mots que nous vous disons merci et au revoir.